Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de la Société des médecins généralistes, et en particulier son président, Dr Gmira. Donc c'est un plaisir d'échanger avec vous autour de la maladie d'Alzheimer, du traitement, mais aussi des démences. C'est aussi un plaisir d'animer cette dernière session avec le professeur Abboudi. Et j'espère qu'on ne va pas trop tarder, puisqu'on est en fin de séance. Comment il faut faire avancer les diapositives? Pardon? Alors, il faut que je vérifie avec lui. Très bien. Voilà donc le plan que je vais adopter. Je vais vous parler donc des démences, et puis de la maladie, en général, la maladie d'Alzheimer, le traitement, et puis de dire quelques mots du rôle et de la place du médecin généraliste dans la gestion, donc la prise en charge des malades et de leurs familles qui ont une maladie d'Alzheimer. Alors, comme vous le savez, les démences, c'est un groupe de maladies neurologiques, je pense que c'est important. Donc, c'est des maladies du cerveau, ce n'est pas des maladies psychiatriques, et qui sont en rapport, qui vont provoquer une détérioration intellectuelle, une détérioration cognitive. Que ce soit au niveau de la mémoire, donc de la pensée, l'orientation, la compréhension, la capacité, le langage, donc ce qu'on appelle en neurologie les fonctions instrumentales. Mais rapidement, dans les démences, il y a des troubles comportementaux et psychocomportementaux qui vont donc aussi aggraver la prise en charge de ces patients. Alors, la suivante, donc c'est moi qui dois la... Et on ne peut pas les faire avancer d'ici? On n'a pas de quoi faire avancer? Non, c'est pas ça. Comment il faut avancer? Non, ça c'est pas... C'est pour passer là-dessus. Et pour revenir, c'est là. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je continue donc pour vous donner quelques éléments donc, de fréquence des démences. Et puisqu'on est dans un congrès de médecine générale, les démences, c'est un problème de santé publique en fait. Ce n'est pas uniquement un problème des... Et je vais vous donner des chiffres qui concernent en particulier bien sûr les neurologues, les gériatres, mais en premier lieu peut-être, et on verra tout à l'heure, les médecins généralistes. Donc, c'est la 7e cause de décès parmi les maladies en général, et c'est la principale cause actuellement d'handicap et de perte d'autonomie chez les sujets âgés. Alors, d'emblée, il faut dire que la première cause des démences, c'est la maladie d'Alzheimer. Quels que soient les pays du monde, les 2/3 des malades des démences sont des malades d'Alzheimer. Avant, on disait que les pays en voie de développement, ils avaient plus de démences vasculaires que les maladies d'Alzheimer. Mais en fait, on s'est rendu compte que, quel que soit le pays, même en Afrique subsaharienne, la première cause des décès, des démences, c'est la maladie d'Alzheimer. Et c'est le cas ici, donc, dans notre pays. Et j'ai eu la chance de diriger pendant 25 ans un centre de mémoire dédié à la maladie d'Alzheimer à l'hôpital des spécialités. Et dans les statistiques qu'on a, il y a 75% des démences sont des maladies d'Alzheimer. Alors, il y a un papier qui est sorti récemment par un groupe international qui s'intéresse en fait à toutes les maladies. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et c'est publié, vous avez des publications sur la cardiologie, sur les pneumologies, sur toutes les maladies en particulier donc fréquentes. Et là, ils avaient publié donc une étude sur la fréquence et l'épidémiologie des démences en général dans tous les pays du monde.
Alors là, ça part tout seul, les diapositives. Donc, on a essayé de faire des estimations à partir de ce travail qui est public et concerne toutes les régions. Et on se rend compte actuellement qu'il y a 55 millions de personnes dans le monde qui ont une maladie d'Alzheimer, une démence en général, et que le 2/3 des malades, en fait, vivent dans les pays en voie de développement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Mais en fait, les pays en développement, si vous mettez la Chine et l'Inde, vous avez déjà une énorme population et qui vieillit, en particulier en Chine, où il y a des dizaines de millions de patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai fait les estimations pour le Maroc et on tombe sur 200 000 cas de maladies de démence actuellement au Maroc. Actuellement. Ce chiffre, il y a un problème avec ces diapositives, ça va et ça revient. On peut revenir avec, il y a un problème. C'est dommage. Pour revenir. Oui. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, on avance. Voilà. Donc, dans une dizaine d'années, ça va déjà augmenter de 80 000. Et en 2005, on va avoir donc quelque chose de 400 000 cas de maladie d'Alzheimer. Alors, pourquoi la fréquence augmente? Bien sûr, c'est le vieillissement de la population. Et comme vous le savez, dans n'importe quel pays du monde, vous avez à peu près 3 à 5% de la population de plus de 65 ans qui malheureusement va faire une démence. Et ceci dit, ça dépend bien sûr des facteurs de risque. Comme vous le savez, le principal facteur de risque, c'est l'âge. Les 2/3 des malades, ils ont plus de 75 ans. La génétique, et là, on n'y peut rien. Les gens porteurs donc, de l'apoprotéine, donc l'apoprotéine epsilon 4, malheureusement, feront plus de maladies. C'est pour ça que vous trouvez la maladie sur plus de certaines familles. Mais il y a des facteurs, ça, on ne peut pas les modifier, mais il y a des facteurs qu'on peut modifier. En particulier, les facteurs de risque vasculaire, si on les traite, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, on peut réduire le tabac, etc., réduire le nombre de démences. Et bien sûr aussi, si on a une certaine hygiène de vie, en particulier de l'activité physique régulière, depuis, si on peut dire, le jeune âge, une nutrition aussi équilibrée, et surtout donc ce qu'on appelle le régime méditerranéen, ça permet de réduire l'activité. Ce qui permet de réduire aussi, c'est d'avoir un bon niveau d'instruction. Et ça, c'est malheureusement, des points noirs, je pense, de la santé et de la société en général au Maroc, c'est qu'on a encore 40% des gens analphabètes. Et l'analphabétisme, c'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer et des démences et de tous les troubles cognitifs. Non seulement l'analphabétisme, mais le faible niveau d'instruction, en moins de 6 ans d'instruction, déjà est facteur de risque. Alors, si vous avez des gens qui n'ont jamais été à l'école, c'est un autre problème, ce qui explique qu'on aura peut-être des chiffres plus élevés. Alors, je passe sur la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une démence, c'est une maladie du cerveau, sauf que là, on a des structures particulières du cerveau qui sont atteintes. La maladie d'Alzheimer commence au niveau temporal, au niveau de la centre de la mémoire, et puis il va aller au niveau frontal, au niveau de tout ce qui est fonction exécutive, raisonnement, et puis il va partir sur le lobe pariétal, et ça, vous avez la compréhension, la mémoire de travail, la lecture, le calcul, et puis après, au niveau occipital, où on va avoir les agnosies donc visuelles. C'est comme ça qu'il va évoluer la maladie d'Alzheimer. Mais la maladie d'Alzheimer se définit du point de vue histopathologique. Donc, ici, c'est Alzheimer, qui est un psychiatre allemand, et qui, à ce moment-là, les neurologues du début du XXe siècle et les psychiatres faisaient tout le travail, c'est-à-dire ils faisaient le travail clinique, ils suivaient les gens, et une fois lorsqu'ils sont décédés, ils découpaient le cerveau pour regarder les lésions qui existent. Donc, la neurologie, que ce soit en Allemagne et en France en particulier, au début du XXe siècle, donc se faisait comme ça, c'est la méthode anatomoclinique. Et Alzheimer a tout décrit. La clinique, là c'est sa première malade, et le dossier est bien consigné dans une clinique donc allemande, et c'était une malade qui avait 56 ans.
ce qui va égarer la réflexion au niveau de la maladie d'Alzheimer. On pensait que c'était des démences préséniles, c'est-à-dire d'avant 65 ans. Mais une fois qu'on a eu le vieillissement de la population au niveau mondial, ou qu'il y a eu plus de personnes qui ont plus de 75 ans, en Occident au début, puis partout dans le monde, on s'est rendu compte qu'en fait les maladies sont les mêmes au niveau histopathologique, sauf que la présentation n'est pas la même. Dans les formes préséniles, on a plus, on pourrait dire, une forme plus neurologique. Vous avez la compréhension, vous avez donc le calcul, c'est des formes qui commencent au niveau pariétal, alors que la majorité, des personnes âgées, c'est au niveau, c'est le trouble de la mémoire, bien sûr. Et je reviens à Alzheimer. Alzheimer a décrit aussi donc, les lésions histopathologiques qu'on connaît actuellement, les plaques séniles et la dégénérescence neurofibrillaire, qui sont donc les patterns du diagnostic histopathologique de la maladie, qui la différencie des autres démences. Les démences frontotemporales, ils ont d'autres patterns histopathologiques, bien sûr. Alors, rapidement, puisque le sujet qui m'a été demandé, c'est plus d'accès sur le traitement, mais je vais quand même vous rappeler un peu la maladie. Donc, le noyau, le trouble essentiel, c'est l'oubli, chez les personnes donc âgées généralement. Mais il faudrait séparer l'oubli qui peut être, disons, simple d'une personne âgée, d'un oubli pathologique. L'oubli pathologique qui fait démarrer une maladie d'Alzheimer, il s'aggrave de semestre en semestre, d'année en année. Donc c'est ça qui est important. Alors que chez la personne qui n'a pas une dégénérescence derrière le trouble de la mémoire, ils vont rester relativement stables. Actuellement, on a des tests neuropsychologiques chez des gens qui ont une plainte amnésique pour savoir est-ce que c'est un trouble organique ou bien c'est un trouble qui entre dans le cadre, disons, anxieux ou anxio-dépressif. C'est le test qu'on appelle le test de Grover et Bushk, dont on a une adaptation en arabe marocain et qu'on utilise chez les gens qui viennent se plaindre pour les troubles de la mémoire. Ceci est important, on va voir tout à l'heure qu'il faut faire le diagnostic à ce stade, qui est un stade prédémentiel, qu'on appelle en anglais MCI, Mild Cognitive Impairment, ou trouble léger cognitif. C'est-à-dire la personne, il a des troubles de la mémoire, vous pouvez dire qu'il a une maladie d'Alzheimer, mais il est encore tout à fait autonome. Ceci est important, puisque vous avez vu peut-être dans la presse médicale qu'il y a un médicament en particulier qui semble agir au moins sur le dépôt de la substance amyloïde, qui semble nettoyer, entre guillemets, peut-être que ça va être un avenir pour traiter ces malades. Mais il est utilisé uniquement dans ce stade donc prédémentiel et dans le stade léger. Alors je passe au traitement. Le traitement, il doit être, disons, de façon, dans une prise en charge globale, d'une part. D'un autre côté, il faut expliquer, puisque généralement, dans les maladies d'Alzheimer en particulier, jusqu'à il y a quelques années, 4-5 ans, en fait, on voyait que les gens qui ont déjà une démence avancée, même dans des consultations spécialisées. On avait très peu de gens qui viennent pour les troubles de la mémoire ou pour une maladie débutante. Et donc, notre interlocuteur était essentiellement la famille, puisque le malade, il avait déjà des troubles de la compréhension, il ne pouvait pas suivre. Maintenant, c'est différent. Dans ma consultation, 2 malades sur 4, la moitié, ils ont des troubles de la mémoire, et les autres, ils ont déjà donc une maladie d'Alzheimer. Alors, il y a une notion classique que vous trouvez dans la littérature. On vous dit, si quelqu'un consulte pour des troubles de la mémoire, il n'a pas de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire le fait de n'être pas conscient. Si quelqu'un est amené par sa famille et lui dit qu'il n'a pas de trouble, alors qu'il décrive, c'est un élément effectivement important pour dire que c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Mais quelqu'un qui vient se plaindre de la mémoire, ça peut être un début de maladie d'Alzheimer. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle, on a 2 niveaux. La plainte subjective de la mémoire, on l'appelle plainte subjective, puisqu'en fait tous les tests, ils sont normaux, en particulier les troubles de fonctionnement de la mémoire. Et on passe après à ce mild cognitive impairment. Lui, on a des troubles organiques de la mémoire, mais tout le reste est normal. Et là, on peut traiter les gens. Donc,
les personnes qui ont des troubles de la mémoire doivent consulter les médecins généralistes. Je dirais quelques mots sur le rôle du médecin généraliste. Doivent faire attention et demander aux gens est-ce qu'ils commencent à avoir des troubles de la mémoire. Je dis donc, il faudrait intégrer, il faut expliquer en particulier, expliquer à la famille et puis aux malades que le médicament, ce n'est pas un médicament miracle. On a un effet relativement modeste des deux médicaments, de groupes de médicaments qui utilisaient ce qu'on appelle des médicaments antidémence. Mais ils ont un effet, au moins pendant quelques mois. Mais on est devant une maladie dégénérative évolutive. Donc forcément, à un moment donné, il y a une perte d'action de traitement symptomatique. Alors, vous avez deux groupes. Un groupe qui sont les anticholinésterasiques et puis la mémantine. Une des choses qu'il faudrait dire aussi, c'est que le traitement doit être, bien sûr, fait après un diagnostic. Généralement, c'est le neurologue qui fait le diagnostic au début. Puisqu'il y a, bon, je vais vous montrer quelle est la procédure du neurologue, et puis l'annonce du diagnostic. Puisque l'annonce du diagnostic d'une maladie aussi gravissime, il ne faut pas oublier qu'on est devant une maladie qui va évoluer sur 10-15 ans. Et les gens connaissent, et dans les 10-15 ans, il y a au minimum la moitié, 7-8 ans de dépendance. Et donc, c'est la famille qui est impliquée. Et vous le savez, au Maroc, il n'y a que les familles qui s'occupent des malades. Il n'y a personne, et leurs médecins, j'espère leurs médecins généralistes, et leurs neurologues. Mais il n'y a aucune structure qui puisse prendre pour le moment, et là, il faut débattre après, est-ce qu'il faut les avoir ou non, et de quel type, au moins, certainement au niveau ambulatoire. Donc, à mon avis, le médecin généraliste ne doit pas initier le traitement, de ce type de traitement. Alors, il y a 3 types de médicaments, vous les connaissez certainement. Le donépézil, la rivastigmine et la galantamine. Le donépézil, c'est le premier qui était ici. Bon, c'est l'Aricept, mais en fait, il y a maintenant plusieurs génériques. Et puis, la rivastigmine, c'est l'Exelon. Au Maroc, on n'a que la formule patch. Et puis la galantamine, on ne l'a pas pour le moment, mais je pense qu'il y a un laboratoire qui va la faire entrer, un générique de la galantamine. Ils sont équivalents, il n'y a pas de supériorité de un par rapport à l'autre. Alors, c'est important, en particulier pour le donépézil, de commencer, il y a des comprimés de 5 mg et de 10 mg. Le premier mois, on utilise 5 mg pour juger d'éventuels effets secondaires, bien sûr. On va les voir après. Et puis après, on passe à 10 mg. Mais s'il y a un bon effet, on peut rester sur 5 mg 3 mois ou plus. Donc, si le malade est un bon répondeur, parce qu'il y a des bons répondeurs, et malheureusement, il y a des gens qui ne répondent pas très bien. Bon, on peut switcher d'un médicament à un autre, en particulier d'une forme orale, parce que ça peut donner des diarrhées et des problèmes digestifs, et une forme donc de patch. Le patch est intéressant aussi, parce qu'il y a des malades qui n'acceptent pas de prendre des médicaments. Et donc, ça permet quand même de l'utiliser. Les effets secondaires, il y a une chose qui est importante. J'ai parlé donc des troubles digestifs, mais il y a aussi les gens qui ont une cardiopathie chronique, surtout ischémique, il faut s'assurer quand même d'avoir un avis cardiologique récent avant de commencer. Les gens qui n'ont pas d'antécédents de cardiopathie, on peut commencer sans l'avis du cardiologue. Dans mon expérience, il y a des gens qui font quelques éléments confusionnels, voire parfois donc essentiellement nocturnes. Il suffit de donner le médicament à midi au lieu de donner le soir. Donc on peut les utiliser, ils ne sont pas sédatifs. Bon, il y a des malades qui font bien sûr des allergies au patch. À ce moment-là, vous êtes obligé d'aller vers les comprimés. Alors le deuxième médicament, qui est la mémantine, qui est une autre action donc, qui est tout à fait différente, qui agit donc sur le système glutamatergique et qui est, elle, utilisée dans les stades 2 à 3. J'ai oublié de dire que les anticholinésterasiques, ils sont préconisés dans le stade 1 à 2, au début de la maladie. Mais dans mon expérience et d'autres personnes, même le malade qui s'aggrave et arrive à un stade 3, lorsque vous arrêtez le médicament, la famille vous dit qu'il est plus agité, qu'il dort mal, et donc c'est bien de le garder. Non. Comme la mémantine, donc souvent on l'ajoute
à quelqu'un qui ne répond plus très bien aux donépéziles, par exemple, et on peut utiliser les deux. On peut les utiliser d'emblée, et on a beaucoup de gens qui viennent, malheureusement, déjà à un stade très évolué de la maladie, une fois qu'ils commencent à s'agiter et commencent à gêner la famille qui l'amène en consultation. Tant qu'il y avait quelque chose de la mémoire, bon, malheureusement, les familles, beaucoup de familles ne l'amènent pas donc en consultation. Alors, les Américains associent les deux d'emblée, mémantine et donépézil. Voilà, là aussi, il faut un titrage. On utilise 5 mg première semaine, puis 10, puis 15, puis 20. C'est du comprimé de 10 au début, donc sécable. Et après, en arrivant à 2 fois 10 mg, l'autre consultation, on peut donner un seul comprimé, donc 20 mg. Voilà, il y a quelques effets secondaires aussi, mais ce qui est aussi une des indications de la mémantine, c'est les gens qui sont cardiaques, qui ne peuvent pas prendre les anticholéstérasiques, surtout s'ils ont une bradycardie. On peut utiliser, mais à 10 mg, la mémantine chez ces personnes-là. Voilà, donc en fait, c'est les deux produits qui existent anti-démence. Ce n'est pas le lieu, on parlait de l'utilisation des psychotropes, des antidépresseurs et des neuroleptiques que malheureusement, on est obligé souvent d'utiliser à un stade avancé de la maladie. Je pense qu'il me reste 5 minutes. Je vais aller plus vite. Donc, on peut associer, bon, prise en charge globale, bien sûr, bon, j'ai dit un mot tout à l'heure. Et l'actualité, c'est ce médicament qui s'appelle aducanumab, qui est un médicament donc monoclonal, qui est utilisé donc en injection tous les mois. Alors, il y a une histoire particulière à ce médicament, parce qu'il a démontré, c'est un médicament développé par Biogen et Eisen, les Américains et les Japonais. Il a démontré que, puisqu'on a ce qu'on appelle un PET scan avec de la substance amyloïde radioactive qui permet maintenant le diagnostic de certitude de la maladie d'Alzheimer. On ne dispose pas au Maroc et il n'est pas remboursé en Europe ou aux États-Unis. Mais bien sûr, dans cet essai, cette trial, ils l'ont utilisé pour avoir le diagnostic de certitude. Puisqu'il y a 20 ans, il y a un médicament qui était efficace chez certaines malades, mais qui n'était pas efficace chez d'autres. Et lorsqu'on a fait des études neuropathologiques, on a trouvé qu'en fait, un tiers des malades, ce n'étaient pas des maladies d'Alzheimer. Donc forcément, ça ne va pas être efficace. Alors, on a un autre moyen aussi qu'on fait ici pour le diagnostic de la maladie, en particulier dans les formes atypiques ou chez les gens qui ont moins de 65 ans, c'est doser les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le liquide céphalorachidien. Doser donc la bêta-amyloïde 42, la protéine tau et la protéine phospho-tau. On les envoie dans un centre spécialisé à Paris. Et c'est une chose qu'on fait depuis quelques années. Ça permet d'avoir le diagnostic de certitude. Bon. Donc, ils l'ont utilisé et donc en mettant sur... Comme si vous avez une scintigraphie à l'iode pour la thyroïde. D'accord ? Vous mettez là aussi le traitement, vous avez nettoyage de la scintigraphie s'il y a une amélioration de fonctionnement. Alors là, il y a un nettoyage donc au niveau du cerveau de la substance amyloïde. Mais il n'y a pas eu d'effet évident sur l'amélioration du trouble cognitif. Et malgré ça, la FDA, donc les autorités américaines, ils ont donné, et c'est très rare, leur accord pour commencer à l'utiliser à condition que le laboratoire continue à faire des recherches pour démontrer l'efficacité jusqu'à les années 30, jusqu'à 2030. Donc c'est une situation très particulière, très controversée, puisqu'il y a 3 personnes, 3 sommités de la neurologie qui faisaient partie du comité de la FDI qui ont démissionné, qui n'ont pas donc accepté qu'il y ait cette démarche. Là, ceux qui défendent la FDI, ils disent que même si on n'a pas d'amélioration, supposons que ces gens-là restent stables. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès, puisque, bon, là, je suis passé tout à l'heure sur les milliards de dollars que coûte la maladie d'Alzheimer, démence de milliers de milliards de dollars qui coûtent en année au niveau du monde.
Parce que si vous avez un pays, bon, comme tous les pays européens ou américains, où une sécurité, on prend en charge tout le monde, ben, c'est quelqu'un qui perd son indépendance, vous avez besoin de l'infirmière, l'institutionnalisation, ça coûte excessivement cher. Donc si vous pouvez gagner que quelques années d'autonomie, c'est déjà, au niveau de l'économie de la santé, ça peut être bénéfique. Bon, le débat est toujours là. Il y a un pays qui a sauté le pas, qui est Émirats, qui commence déjà à utiliser, donc, je dirais, eux, ils n'ont pas de problème d'argent, mais il y a quand même des problèmes d'éthique et de santé et qu'il faudrait suivre. Mais là, j'ai vu qu'il y a, ce n'est pas uniquement une clinique privée, mais les autorités sanitaires Émirats, ce novembre, ils ont commencé à utiliser. Ceci dit, c'est extrêmement important pour les maladies d'Alzheimer, pour les gens qui s'occupent des maladies d'Alzheimer et leurs familles. C'est la première fois qu'on a un médicament qui va peut-être au moins stopper l'évolution de la maladie. Il y a un autre laboratoire qui est le laboratoire Lilly, qui a aussi un autre anticorps monoclonal qui va utiliser donc, dans l'Alzheimer, qui est, je pense qu'il est en phase 1 ou 2. Voilà donc déjà le nom, Aduhelm. Et sur Internet, j'ai vu qu'il y a des gens qui le vendent. C'est ça, des choses dramatiques qui vendent pour les maladies d'Alzheimer. Bon, voilà la substance amyloïde à droite, donc sur laquelle on va essayer de nettoyer le cerveau. Alors, le rôle je vais échanger avec vous rapidement, mais peut-être qu'on va le reprendre au niveau du débat, du médecin généraliste. Alors, je pense le rôle important du médecin, je n'aime pas le terme de médecin généraliste, je pense que c'est le médecin de famille. Et j'espère qu'on arrivera aussi à une sectorisation au niveau de la santé pour que les médecins de famille connaissent et peuvent prendre la famille et les enfants et donc connaître aussi le contexte épidémiologique. Donc la première des choses, c'est le médecin doit poser la question, est-ce que la personne qui est âgée a des troubles de la mémoire? Est-ce qu'il a des éléments de désorientation? Est-ce qu'il commence à avoir des troubles, un manque d'humour? Comme on pense que le médecin demande est-ce qu'il y a une dyspnée par exemple, ou est-ce qu'il y a un problème, je ne sais pas moi, de ronflement ou autre, ça doit être intégré. C'est comme ça qu'on peut dépister ces malades à un stade tout à fait au début. La deuxième, et si le médecin, et j'espère qu'il y aura des médecins généralistes qui vont s'orienter vers tout ce qui est neurogériatrie et neurologie, puisqu'à ce moment-là, on peut passer un test très simple qui s'appelle le Mini-Mental Test Examination, qui permet de vous dire est-ce que la personne a des troubles démentiels ou non, de dépistage. C'est un test qu'on a adapté, je pense, il y a 25 ans ou plus, et qu'on utilise, qu'on a normalisé sur une grande population, et qui permet de discriminer celui qui a une démence et celui qui n'a pas de démence. Donc ça peut être... D'ailleurs, je peux lancer une invitation avec on a une société de neuropsychologie, on a l'association Maroc Alzheimer, mais avec les collègues généralistes qui veulent s'intéresser plus à la maladie d'Alzheimer, on peut faire une formation. On avait fait ça il y a 15 ans, et on peut le faire pour que vous soyez à l'aise pour en fait effectivement diagnostiquer. Et si vous avez un doute, il faut l'envoyer au neurologue, il n'y a pas d'autre solution. Alors le neurologue, il va bien sûr interroger, il va faire l'examen neurologique. Je vous rappelle que le malade d'Alzheimer, son examen neurologique est normal, strictement normal. Et si on a des doutes, c'est que ce n'est pas la maladie d'Alzheimer au début. C'est une autre maladie neurodégénérative ou vasculaire ou autre. Et en plus de ça, là aussi, on a développé un test qui est plus performant, qui s'appelle le MoCA, Montréal Cognitive Assessment, qui est actuellement en train de détrôner le MMSE, et qui permet, là, avec presque de certitude, de dire qu'il y a un problème cognitif. Puisque le mini-mental test, le problème, c'est que si vous avez des gens de haut niveau d'instruction, ils peuvent passer à côté. C'est-à-dire, les gens qui sont ici peuvent passer à côté, c'est-à-dire les gens qui étaient à l'université. Et il y a un plafond. Alors que le MoCA, s'il y a un trouble cognitif, on peut faire le diagnostic. Alors le neurologue, s'il n'a pas beaucoup d'expérience, s'il n'a pas un minimum de formation en neuropsychologie, il va demander une exploration neuropsychologique.
soit un neuropsychologue, soit un neurologue neuropsychologue, qui va lui faire un certain nombre de batteries pour évaluer le langage, les fonctions exécutives, donc la mémoire, etc. La mémoire de travail, l'attention, et j'en passe. Et là, ça permet de poser le diagnostic. Et c'est à ce moment-là que le neurologue va demander l'IRM cérébral. Si vous devez demander, il faut demander plutôt l'IRM cérébral au début. Sauf si vous avez une vieille dame de 85 ans, qui a déjà une démence, on n'a pas besoin d'IRM, on peut faire un scanner, qui a, entre autres, aussi peut diagnostiquer des problèmes vasculaires et surtout ne pas passer à côté d'un hématome sous-dural ou d'une tumeur ou autre chose. Mais l'intérêt de l'IRM est faire un bilan biologique assez exhaustif, avec le bilan lipidique, bien sûr, la fonction rénale, mais aussi la TSH, la vitamine B12. Donc, et avant de dire que c'est une maladie d'Alzheimer, et si la maladie est assez évoluée, vous avez une IRM à gauche, vous avez l'hippocampe qui est normal, et à côté, vous avez une atrophie de l'hippocampe qui est la signature biomarqueur morphologique de la maladie d'Alzheimer. Mais à un stade précoce, vous pouvez avoir une IRM normale. Bon, bien sûr, le médecin, c'est aussi pour accompagner la famille. Et la maladie d'Alzheimer fait partie des maladies, c'est la maladie de la famille. C'est la maladie des aidants qui s'en occupent. On peut reprendre ça, je ne vais pas... Et le rôle, bien sûr, sur la prévention, et ça c'est très important, puisqu'on peut prévenir. Et en Europe, il y a une réduction des maladies des démences grâce à la prévention. La prévention des facteurs de risque vasculaire, à la nutrition, à l'activité physique, mais aussi aux activités de stimulation cognitive, lecture, donc activités sociales, etc. Voilà, donc je termine. Bon, on avait fait une réunion un webinaire, je pense qu'il y a quelques collègues qui ont assisté, sur de demander, de plaidoyer pour un plan Alzheimer pour le Maroc. Le Maroc s'est engagé en 2017, comme tout le monde, avec l'OMS, pour développer un plan Alzheimer, sur lequel, bien sûr, il y a tout. Il y a à la fois la prévention, le dépistage, le diagnostic, mais aussi la prise en charge et l'implication, bien sûr, de tous les soignants. Et je vous remercie de votre attention.